Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast du Centre Begin en français qui aura bientôt un nom officiel et un logo, Bezrat Hachem. Nous recevons aujourd'hui, après avoir reçu Shmuel Trigano dans le premier épisode, nous recevons aujourd'hui Stéphane Amar qui est journaliste indépendant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Amar, je vous ai sollicité suite à l'actualité de la vague de reconnaissance de l'État palestinien de par le monde qui a été provoquée en premier lieu par le président français Emmanuel Macron. J'ai pensé à vous solliciter parce que vous avez écrit il y a quelques années ce livre, Le grand secret d'Israël. Pourquoi, et on ne le voit pas bien sur la caméra, mais pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien. Donc justement, bon, ça revient au cœur de l'actualité, même si on avait pu penser que cette question allait plutôt disparaître. Mais il se trouve qu'elle revient au cœur donc de l'actualité. Vous avez aussi écrit plus récemment L'exception israélienne, auquel nous avions consacré une soirée au Centre Begin. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet. Tout d'abord, que penser justement donc de ce mouvement initié par Emmanuel Macron, ce mouvement mondial qui a été donc provoqué par le président français? Je dirais que l'aspiration à un État palestinien, a priori, elle est assez normale, elle est assez logique quand on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants du conflit. On a plutôt tendance à penser que la solution passerait par la partition de la région en deux États qui vivraient, selon la formule consacrée, en paix et en sécurité. Le problème, c'est que ça n'a jamais fonctionné et que je dirais qu'en ce moment, lancer une telle initiative, ça a encore moins de chances de fonctionner que d'habitude parce qu'on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte d'affrontement, un affrontement d'ailleurs de plus en plus total entre Israël et le Hamas. Et c'est pour le moins mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on voit très mal comment n'importe quelle situation politique pourrait se dessiner. Alors même que par ces attaques du 7 octobre, le Hamas a bien signifié que pour lui, il n'était pas question de création d'un État palestinien, puisque, en tout cas dans les frontières de 67, puisqu'il a précisément attaqué l'Israël reconnu internationalement. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire du Hamas un quelconque projet de reconnaissance d'un État israélien aux côtés d'un État palestinien. D'ailleurs, le Hamas a toujours combattu ce Conseil d'État palestinien. Alors, je sais bien que c'est un des arguments d'Emmanuel Macron et du Quai d'Orsay que de dire en fait cette reconnaissance, elle va à l'encontre de ce que veut le Hamas. Mais en même temps, dans ce cas-là, on voit pas bien à quoi ça sert. Parce que pour l'instant, c'est bien le Hamas qui mène la guerre à Israël. C'est bien le Hamas qui, d'une certaine manière, est légitime aux yeux des Palestiniens. On le voit très bien dans les sondages qui sont faits. Il y a un soutien massif des Palestiniens pour le Hamas. Et surtout, cet État palestinien, il est complètement virtuel parce qu'il n'a pas de frontières, il n'a pas d'existence réelle. Il a certes une existence légale à l'ONU, mais il n'a pas d'existence réelle sur le terrain. Et c'est bien le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à tracer les frontières de cet État palestinien, à lui donner une réelle existence et même à trouver, d'une certaine manière, des Palestiniens qui soient pleinement en accord avec ce projet. Parce que quand il a fallu réellement faire prendre corps à ce projet dans les années d'Oslo, dans les années 90, on a bien vu que Yasser Arafat a refusé de se contenter de cet État palestinien. Donc voilà, je pense que c'est une initiative qui est vouée à l'échec et qui probablement envenimera le conflit, parce qu'on l'a bien vu, le Hamas se félicite la France. Ça embarrasse énormément, bien sûr, la France à juste titre, mais on voit bien que c'est un, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de nature à compliquer les choses qu'à aller vers une solution. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Juste pour faire un petit point historique, de quand date le soutien de la France à la solution à deux États? Alors, c'est très intéressant. Il faut revenir assez brièvement sur l'histoire du conflit pour comprendre exactement de quoi on parle. Et j'aborderai donc dans ce cadre-là l'attitude de la France. Cette histoire de régler le problème par une partition en deux États, c'est-à-dire un État juif et un État arabe,
ça remonte très très loin, puisque le premier plan de partition date de 1937. C'est ce qu'on appelle le plan Peel, qui avait été proposé à l'époque par les Britanniques. Et à ce moment-là, c'est pour évoquer la position de la France, elle, est relativement hostile au sionisme en tant que... enfin, la diplomatie française est relativement hostile au sionisme, elle soutient plutôt les revendications arabes, c'est la tradition du Quai d'Orsay, et donc elle va être plus, au moins hostile à la création de cet État juif, déjà qui est proposé en 37, mais de toute façon, les Palestiniens vont le refuser. Il faut bien comprendre que la partition en deux États, c'est toujours l'option du faible, c'est toujours celui qui est dominé militairement qui va la soutenir. Donc à ce moment-là, c'était les Juifs qui étaient dominés militairement, qui eux vont se prononcer pour la création d'un État juif, donc pour la partition et donc pour la création aussi d'un État palestinien, mais ça va être refusé par la partie palestinienne. Ensuite, la guerre va arriver. Il y aura un deuxième plan de partition qui va être proposé, cette fois-ci en 1947, par l'ONU, qui va être à nouveau accepté par les Juifs qui sont toujours en infériorité numérique et militaire dans cette région et refusé par les Arabes qui, eux, estiment que non seulement ils sont en position de force, mais surtout que la partition relève d'une manœuvre coloniale, parce qu'ils n'ont pas à partager la Palestine. Du point de vue des Arabes, la Palestine est une et indivisible, de la mer au Jourdain, c'est ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs actuellement, from the river to the sea. Et il n'y a aucune raison, ni morale ni politique, pour faire une place à un État juif dans cet espace. Et ils vont, comme on le sait, donc refuser ce plan de 47 et déclencher la guerre, donc la première guerre israélo-arabe de 47-49. Donc c'était, je dirais, la deuxième tentative de partition à l'État palestinien. Et la troisième grande tentative donc, de création d'un État palestinien, c'est en 1993 avec les accords d'Oslo. Alors à ce moment-là, effectivement, il y a eu une forme de révolution copernicienne dans le mouvement national palestinien qui comprend qu'il est en position de faiblesse. Il a perdu d'abord la guerre des 6 jours, c'est-à-dire qu'il a perdu même la partie qui était occupée par la Jordanie et par l'Égypte depuis 1948. Et il voit que plus le temps passe, plus Israël se renforce, notamment démographiquement, et que donc il faut accepter une partition, et c'est ce qui va être fait en 1993. Alors à ce moment-là, je dirais que la France est pour un État palestinien. La véritable déclaration en fait je dirais, pour un État palestinien, elle date de 1982 avec le fameux discours de François Mitterrand à la Knesset, qui va, lui, demander la création d'un État palestinien au nom des droits des Palestiniens, mais aussi au nom de la sécurité d'Israël, dont il était assez proche. Et donc à ce moment-là, effectivement, la position de la diplomatie française et je dirais de la diplomatie mondiale va devenir le soutien à l'État palestinien. Et donc, on est en 1993 et tout va se mettre en place pour aller vers la création d'un État palestinien, même si les accords d'Oslo ne mentionnent jamais d'État palestinien. C'est une exigence d'Israël Rabin qui refusait qu'on évoque la possibilité d'un État palestinien, même si concrètement, il va, avec Yasser Arafat, mettre en place toutes les structures qui doivent conduire vers la création d'un État palestinien. Donc, comme on le sait, Rabin parlait d'un un peu plus qu'une autonomie et un peu moins qu'un État. C'est voilà. Alors, les intentions de Rabin, jusqu'à ce jour, elles restent évidemment très mystérieuses. On peut juste supposer, parce qu'il a été assassiné, donc, comme on le sait, en novembre 1995, en plein processus d'Oslo, qui commençait d'ailleurs sérieusement à prendre l'eau. Mais à ce moment-là, Rabin, effectivement, lui, va définir dans un discours qu'il va faire à la Knesset juste avant sa mort, ce que signifiait pour lui un État palestinien. C'est-à-dire, c'est effectivement une autonomie. La grande, je dirais, le principal souhait de Rabin, la vision de Rabin et celle de toute une partie du Parti travailliste à cette époque-là, c'était de se délester du poids de l'occupation militaire, donc qui durait déjà à cette époque-là depuis 25 ans, depuis 1967, et qui était très coûteuse financièrement, très coûteuse en termes humains, parce qu'il y avait des morts, bien sûr, dans des attentats et des soldats qui étaient tués, mais également en termes diplomatiques. Et il faut bien comprendre qu'Oslo s'inscrit dans une période un peu irénique, après la chute du mur de Berlin, après la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, on estime, ce que Pérez, dans des grandes envolées lyriques, explique dans ses discours, qu'on arrive à une espèce de fin d'histoire, de réconciliation comme ça abrahamique entre les Juifs et les Palestiniens, le et que nouveau donc il faut Moyen-Orient. aussi, absolument, cette vision du Grand Moyen-Orient, et qu'il faut absolument arriver à un règlement, et que finalement, techniquement, on peut trouver ou faire passer des frontières.
On peut trouver des arrangements sur tous les grands dossiers du contentieux israélo-palestinien, les réfugiés, l'eau à l'époque, et la question de Jérusalem. Et donc voilà, ce processus va être lancé, donc sans dire son nom, c'est tout de même un processus qui va aller vers un État palestinien. Et on a souvent tendance à se focaliser sur l'assassinat de Rabin en expliquant que ça a été un peu le turning point et que ça a été le début en fait de l'échec du processus d'Oslo, mais c'est tout à fait faux. Quand on a une lecture objective des faits, on voit très bien d'abord, comme je le disais, que dès les premiers mois du processus d'Oslo, euh, le processus va très très vite déraper, va en fait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, entraîner un surcroît de violence absolument spectaculaire, à la fois des attentats bien sûr contre les Israéliens, des vagues d'attentats suicides comme Israël n'en avait jamais connu, mais aussi du côté juif avec le massacre du tombeau des patriarches et l'assassinat de Rabin. Il va y avoir une espèce de montée aux extrêmes qui va faire douter très fortement les Israéliens. Et au moment où Rabin fait son discours, le fameux discours sur la place des rois d'Israël, c'est justement pour essayer de sauver le processus d'Oslo qui est menacé de, d'échec. La preuve en est, si vous voulez, que malgré l'assassinat de Rabin, malgré, je dirais, des campagnes médiatiques euh, quasiment tous les médias en Israël à ce moment-là, et presque tous les médias internationaux, sont favorables au processus d'Oslo. Malgré ça, les Israéliens vont voter contre le processus d'Oslo en votant pour Benjamin Netanyahou. Mais Benjamin Netanyahou, et d'ailleurs c'est rappelé, vous faisiez une soirée sur Shamir il n'y a pas longtemps, Shamir en voulait beaucoup à Netanyahou, parce qu'il dit dans ses mémoires que Netanyahou s'était engagé à rompre avec les accords d'Oslo. Or, une fois au pouvoir, non seulement Netanyahou ne va pas rompre avec les accords d'Oslo, mais il va accepter, aux grandes dames de beaucoup de militants du Likoud, de rencontrer Yasser Arafat, de serrer la main à Yasser Arafat, et il va continuer l'exécution des accords d'Oslo, avec l'accord de White Plantation en 98, euh, Et le qui est désengagement de voilà, Hebron. désengagement d'Hébron, absolument, qui est une des étapes majeures du processus d'Oslo. Et il va ensuite perdre les élections. Et quand Ehud Barak va reprendre le pouvoir, donc pour les travaillistes, il va bien sûr continuer le processus en allant beaucoup plus loin que Rabin, parce que lui n'a pas peur de parler d'un État palestinien. Et donc, il va proposer à Camp David en 2000 la création d'un État palestinien à Yasser Arafat sur des frontières qui sont globalement proches des frontières de 67, avec quelques aménagements, avec un partage de Jérusalem et, euh, et un désengagement total de l'armée israélienne de toutes les villes occupées en Cisjordanie. Et ça va être refusé par Ehud Barak. Donc depuis ça va être refusé par Yasser Arafat. Et depuis, les faits ont été établis extrêmement précisément. Bill Clinton, notamment, l'a raconté à maintes reprises. C'est précisément Yasser Arafat qui a refusé le partage de Jérusalem parce qu'il expliquait que partager Jérusalem, c'est trahir d'une certaine manière le monde islamique et qu'il ne pouvait pas prendre sur lui, il ne pouvait pas prendre cette responsabilité, qu'il Et en allait même de sa vie. Ehud Barak est rentré de Camp David en disant qu'il n'y avait pas de partenaire pour la paix. C'était C'est-à-dire un... que Ehud Barak a acté quelque part ce refus palestinien du partage, mais qui est un refus en fait extrêmement ancien. Alors, il y a eu pour des raisons, je dirais stratégiques en fait de la part du gouvernement national palestinien, cette révolution copernicienne dans les années 80 où Arafat a consenti à envisager un partage, mais on s'est rendu compte dans les accords d'Oslo que c'était extrêmement tactique. Parce que d'abord, le discours n'a jamais changé, au contraire, il s'est durci. Quand Arafat quittait une négociation avec Rabin, il allait à Johannesburg ou à Gaza faire des discours où il expliquait qu'il s'agissait simplement d'une stratégie. C'est ce qu'il disait à son peuple, c'est ce qu'il a écrit, dit, euh, c'est documenté de maintes fois. Il disait que c'était juste pour avoir une assise territoriale à Gaza et en Cisjordanie et qu'ensuite il porterait les stockades à Israël et que le djihad ne prenait absolument pas fin avec la signature des accords d'Oslo. La Et fameuse méthode du salami. ou du cheval de Troie. Enfin, il y a tout un tas de théories qui ont été élaborées autour de ça, mais ça, c'est des faits qui sont, si vous voulez, parfaitement incontestables. Euh, comment dirais-je, sans porter de jugement moral sur cette attitude, ce qui est fondamental, on ne comprend rien à l'éthos palestinien et au conflit israélo-palestinien en général si on ne sait pas ça. C'est ce que je disais au début, c'est que pour les Palestiniens, la Palestine s'étend de la mer au Jourdain et surtout, et c'est, je dirais, la grande tragédie de ce conflit, le cœur de la Palestine, c'est l'Israël de 67, c'est l'Israël reconnu internationalement. C'est-à-dire c'est Lod, Ramleh, Yafo, Haïfa, Safed, toute la Galilée. C'est là qu'étaient établis les Palestiniens avant la guerre de 1948, en leur très grande majorité. Je rappelle, en 1948, il y avait 25 000 habitants à Ramallah.
C'était une petite ville de montagne, une ville de villégiature. Mais le cœur, si vous voulez, de la Palestine arabe, c'était ce qu'on appelle la Shfela. C'est-à-dire c'était la plaine israélienne, là où les Israéliens sont reconnus internationalement, et là surtout où ils n'envisagent aucunement de retrait territorial. Et c'est le grand malentendu, c'est le grand drame de ce conflit, c'est que le plus important, je dirais, pour les Palestiniens, c'est l'Israël reconnu, et le cœur de l'identité juive israélienne se trouve, lui, en Cisjordanie, avec Jérusalem et Hébron et Naplouse. Et donc, voilà, si vous voulez, ce partage, en fait, était déjà voué à l'échec. Ça nous a explosé au visage en 2000. Euh, et les Palestiniens ont clairement refusé l'État palestinien. Et à ma connaissance, depuis, même s'il y a des déclarations, même s'il y a le document des prisonniers en 2002, à l'initiative de l'Arabie saoudite, de partager le territoire sur les lignes de 67. Dans le narratif palestinien, il n'y a jamais eu d'évolution. Et même si, en admettant qu'il y ait eu une évolution sur la Cisjordanie ou sur Gaza, et on l'a bien vu là avec les massacres du 2023 qu'il n'y en a pas eu, mais même s'il y en avait eu une, en tout cas sur Jérusalem, et ça, je l'entends tous les jours, enfin, à chaque fois que je dialogue avec les Palestiniens, et il est hors de question pour un Palestinien de renoncer à Jérusalem. Et Arafat l'a bien dit, pour lui, Jérusalem, ça inclut bien sûr le quartier juif de la vieille ville. Il n'y a pas de reconnaissance, par exemple, de la légitimité juive sur le mur des lamentations. Je ne parle pas bien sûr de l'esplanade des mosquées du Mont du Temple, je parle du quartier juif de Jérusalem. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de refus comme ça très net des Palestiniens d'un État palestinien, d'une partition palestinienne, d'une partition, je veux dire, du territoire, qui n'est jamais pris en compte dans aucun plan de paix ou dans aucun plan de règlement du conflit, comme par exemple la création d'un État palestinien voulu par reconnaissance, pardon, d'un État palestinien voulu par Emmanuel Macron. Alors, vous vous êtes arrêté à Ehud Barak, a succédé à Ehud Barak Ariel Sharon, et donc on a fait récemment une soirée sur le désengagement du Gush Katif, donc de la bande de Gaza. Dans votre livre, vous expliquez très bien que d'une certaine manière, le désengagement du Gush Katif, malgré ses conséquences néfastes, a d'un autre côté, entre guillemets, enlever une épine du pied d'Israël, et c'est la question démographique, parce que Israël a toujours eu le souci de la démographie, de le sionisme depuis ses origines, a toujours voulu, a toujours mis comme objectif principal d'établir une majorité juive en terre d'Israël. Et évidemment, si on prend en compte les Arabes israéliens plus les Palestiniens de Judée-Samarie et les Palestiniens de Gaza, le compte est assez difficile pour obtenir une majorité. Et donc, vous expliquez dans votre livre que Ariel Sharon, en se débarrassant de Gaza, rendait plus accessible ou plus probable une majorité juive stable entre la mer et le Jourdain, donc en enlevant les Palestiniens de Gaza. Donc, si vous pouvez expliquer ce point-là. Ouais, absolument. Donc là, on aborde le regard israélien sur l'État palestinien et sur la partition, euh, qui est également extrêmement complexe et dont souvent on ignore en vérité les fondements, ce qui aussi empêche de trouver une solution à ce conflit. Quand je vous disais tout à l'heure que le partage, l'option du partage était l'option du faible, il est évident que jusqu'à une date assez récente, les Israéliens ont soutenu la partition parce qu'ils étaient en infériorité démographique notamment. Et que Ben Gurion l'a très bien expliqué dans les années 30, il pressentait la Shoah, il pressentait un massacre de grande ampleur en Europe, et donc tout ce qu'il voulait, c'était une forme d'abri pour les Juifs européens, quelles que soient les frontières, et il a accepté les frontières du plan Pyle, qui sont des frontières extrêmement restreintes pour l'État d'Israël, bien plus encore que celle de 47, qui déjà, elle, était restreinte, mais en tout cas, il les a acceptées parce qu'il y avait une urgence de mettre à l'abri le judaïsme européen. Or, plus Israël est devenu puissant, plus Israël est devenu nombreux, parce qu'il y a eu, bien sûr, on le sait, beaucoup de vagues d'immigration et une natalité extrêmement forte, moins il a été enclin à accepter le partage. Et on sait qu'en 67, dans cette guerre qui a été imposée à Israël, mais qui quelque part a permis à Israël d'étendre considérablement ses frontières et d'occuper des territoires considérables,
donc dans le Sinaï, le plateau du Golan et surtout donc Gaza et la Cisjordanie, Israël a hésité d'une certaine manière à restituer ces territoires contre la paix parce que il offrait une garantie sécuritaire et surtout parce que militairement et démographiquement, la situation d'Israël n'était plus du tout la même qu'elle était dans les années 30 ou dans les années 40. C'était désormais en 67 déjà une puissance militaire qui comptait, qui dominait ses voisins, et c'était déjà un pays de 3 millions d'habitants. Sans compter bien sûr l'aspect dont on parlera peut-être, l'aspect identitaire, avec ces lieux qui sont fondateurs de l'identité d'Israël, que sont Hébron, donc Jérusalem et Naplouse, enfin, toute la région en général de la Judée-Samarie. Mais ce qui a compté beaucoup en Israël à ce moment-là, c'est surtout cette démographie donc plus forte et cette puissance militaire. Malgré tout, Israël a proposé, on le sait donc aux pays arabes de retrouver ces territoires contre la paix, c'est les fameux trois noms de Khartoum. Les Arabes refusent toujours au nom de cette injustice coloniale qui est selon eux l'État d'Israël. Et plus Israël est devenu puissant, plus Israël est devenu grand, plus les réticences à l'intérieur de la société israélienne se sont fait grandes pour la restitution des territoires. Dans les années 90, Israël donc, va tenter les accords d'Oslo, mais ça va coïncider avec une vague d'immigration phénoménale qui est la vague d'immigration des Juifs d'Europe de l'Est et de Russie. Et donc à ce moment-là, les Israéliens vont commencer à se dire finalement on a besoin d'espace, on a besoin de cette place, on a besoin de cet arrière-pays. Il faut, pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie d'Israël, faut rappeler par exemple qu'il y a 14 kilomètres qui séparent Tel Aviv de Kalkilia, une des grandes villes palestiniennes de l'autorité palestinienne. Donc on est sur des espaces extrêmement restreints et que toute l'arrière-pays, d'une certaine manière, de Tel Aviv et de Jérusalem se trouve en Cisjordanie. Donc la région d'Ariel pour Tel Aviv et la région du Gousset Sion et du Benjamin pour Jérusalem. Et donc, les Israéliens, ça apparaît très clairement dans des documents qui ont été mis au jour dans les années 70, des documents internes à l'administration israélienne, vont dire finalement, on va avoir besoin dans à moyen terme ou à long terme de ces territoires pour s'étendre territorialement. Et donc, il ne faut pas lâcher, ou en tout cas, il faut s'implanter au maximum en Cisjordanie. Et c'est pour ça que des plans ont été tracés. Quand vous voyez des routes, aujourd'hui, des routes considérables en construction en Cisjordanie, c'est des routes qui ont été votées il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans parfois. Il y a des plans directeurs qui ont été établis dès les années 70-80 pour une implantation juive en Cisjordanie au nom du développement démographique, au nom celui de l'aménagement du territoire, pas du tout pour des raisons identitaires ou bibliques. Euh, et donc, cette implantation va plus ou moins réussir, en tout cas en Cisjordanie, dans certaines régions de Cisjordanie, c'est-à-dire la région d'Ariel, la région de la couronne de Jérusalem, et elle va échouer à Gaza. À Gaza, au moment du retrait, il y a 7000 juifs contre plus d'un million d'Arabes. Et donc, Ariel Sharon va tirer le constat de cet échec de l'implantation à Gaza et de ce succès relatif de l'implantation en Cisjordanie. Et il va tracer des frontières qui suivent exactement ces lignes-là de l'implantation. Donc, à Gaza, il va considérer qu'il faut retirer tous les juifs, tous les Israéliens pour des raisons sécuritaires et pour des raisons en fait, de logique encore une fois, d'aménagement du territoire, parce que garantir la sécurité de 7000 juifs au milieu d'un million de Palestiniens, c'est extrêmement coûteux, en termes financiers, encore une fois, et en termes humains, et en termes diplomatiques. Alors qu'en Cisjordanie, l'équilibre est différent. Donc, il va tracer, si vous voulez, en Cisjordanie, des frontières autour des grands blocs d'implantation. Donc, je vous le disais, le bloc d'Ariel, le bloc de Givat-Zev, et le bloc du Gush Etzion, qui va englober avec la barrière de sécurité à l'intérieur d'Israël, et il va, d'une certaine manière, de manière unilatérale, définir les nouvelles frontières d'Israël dans lesquelles les Juifs seraient extrêmement majoritaires, au moins à 80-90%. On considérait que on pouvait regrouper 80% des colons de Cisjordanie dans 20% à peu près du territoire conquis. Et donc, sans l'assentiment des Palestiniens, dont ils savaient qu'ils refuseraient un tel plan, sans l'assentiment de la communauté internationale, mais tout de même avec la bénédiction des Américains, il va tracer ces nouvelles frontières qui, pour lui, sont des frontières à la fois défondables et des frontières qui vont ethniquement, si vous voulez, créer un État d'Israël viable démographiquement, sans crainte de subversion démographique. Et effectivement, comme je l'explique dans le livre, sortir 7000 juifs de Gaza, c'est en même temps sortir 1 million de Palestiniens de l'équation démographique. Alors, si on poursuit le raisonnement de Sharon avec un peu d'audace, parce que je ne sais bien sûr pas si c'était son intention, euh, il a
quitter Gaza sans conclure d'accord avec l'État palestinien, avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à l'époque déjà, de Ramallah, euh, peut-être dans l'intention de créer une, une rivalité entre ces deux entités, entre Gaza et la Cisjordanie, qui vont s'avérer en fait dans les mois qui vont suivre le retrait de 2005 des entités rivales. Parce qu'en 2006, donc en janvier 2006, il y a des élections libres absolument transparentes qui vont être organisées dans l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à Gaza à l'époque et en Cisjordanie. Et le Hamas va l'emporter haut la main. Ça va être refusé par la communauté internationale et par l'autorité palestinienne, le résultat de ces élections. Et donc, il y a une guerre civile qui va s'en suivre et il y aura une division de l'autorité palestinienne en deux entités rivales, donc une à Gaza avec le Hamas et une en Cisjordanie avec l'autorité palestinienne, le Fatah de Mahmoud Abbas. Et là, je dirais que dans cet intermède-là, donc qui va de 2005 à 2003, il y a une espèce de vision israélienne de se dire effectivement, Sharon nous a tiré une épingle du pied, on n'est plus à Gaza, il y a des affrontements sporadiques avec des missiles, mais ça n'a plus rien à voir avec l'occupation qu'on devait gérer avant 2005. Et en Cisjordanie, d'une certaine manière, on peut continuer à renforcer notre implantation. Ce plan, ce qu'on appelle Katsout, c'est-à-dire de rassemblement des colonies, a été tenté par Ehud Olmert, mais il a perdu le pouvoir suite à des affaires de corruption. Donc c'était le successeur de Sharon. Et Netanyahou, lui, va rester dans une espèce de statu quo. Euh, il va permettre à un rythme plus ou moins rapide, ça dépend des pressions américaines, la construction, la poursuite de la construction juive en Cisjordanie. Et il va, comme on le sait, donc essayer d'amadouer le Hamas avec des valises de dollars qataris, avec les résultats qu'on sait. Mais en tout cas, on va rester entre 2005 et 2023 dans cet entre-deux, où Israël va renforcer sa position Cisjordanie, et là aussi, avec une crainte d'une subversion démographique qui est beaucoup moins grande que si Gaza n'est pas dans l'équation. Parce que, comme je le dis, on a enlevé 2 millions de Palestiniens de l'équation démographique. Donc voilà, c'était la vision qui prévalait, on va dire, jusqu'au 7 octobre 2023. Donc maintenant, il faut, si la réalité, enfin la solution à deux États n'est, d'après, en tout cas, ce que vous démontrez dans votre livre, ne paraît pas très réaliste, ou en tout cas un peu déconnecté de la réalité, il faut aborder les autres solutions. Donc, vous avez justement dans cette intervention dans cette soirée sur le Gush Katif, vous avez brièvement, tout à la fin, abordé l'option du modèle portoricain. Et c'est vrai que je me suis déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas? Donc le Porto Rico, c'est un territoire dont les habitants sont citoyens américains, mais ils ne jouissent pas du droit de vote. Donc je me suis déjà posé la question pourquoi est-ce que c'était pas un modèle duquel on parlait au moins en Israël comme une solution plausible, puisque voilà, puisque la plus grande, la plus grande démocratie du monde, comme on dit, bien que c'est pas la plus grande, puisque l'un des plus grandes, mais la plus grande démocratie du monde applique ce modèle. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas valable pour Israël? Et il y a aussi une autre solution au sujet de laquelle on parle parfois, c'est une sorte de fédération un peu légère entre Israël et la Jordanie, dans laquelle les Palestiniens trouveraient leur place avec un droit de vote qu'ils pourraient choisir. Voilà. Et donc, ça, c'est les deux solutions qui sont. Bon, il y a aussi, bien sûr, et vous l'abordez aussi dans le livre, c'est l'annexion, mais justement, l'annexion, elle pose la question de ce qu'on fait avec les populations. Et donc là, on peut parler des deux solutions dont on vient de parler, donc le modèle portoricain ou la fédération. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets-là? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quasiment toutes ces solutions-là, elles sont soit sous nos yeux, soit elles ont été à un moment de l'histoire. Alors, la partition, par exemple, c'est-à-dire la création d'un État palestinien, ça a été le cas en 1947, après le vote de l'ONU. Il y a eu un État palestinien qui immédiatement a été envahi, un par la Jordanie, l'autre par Égypte. l'Égypte, enfin Gaza par l'Égypte et la Cisjordanie par la Jordanie. Donc, il n'y a visiblement pas il n'y avait pas de volonté, en tout cas du côté arabe, de créer cet État palestinien. Et il a été donc retenté en 1993. Et là aussi, ça s'est soldé par un échec. Donc, je pense
Et on peut aussi considérer que le retrait de 2005 de Sharon a créé une forme d'État palestinien à Gaza, parce qu'on s'est bien rendu compte, après le 7 octobre 2023, que le Hamas jouissait de tous les attributs de la souveraineté à Gaza, puisque cette fable de la prison à ciel ouvert a été complètement inventée quand on a vu qu'il y a un nombre d'armes considérables qui pouvaient rentrer dans la bande de Gaza, que les auteurs des massacres sont allés se former en Iran ou au Liban. Donc on rentrait, on sortait finalement un petit peu comme on voulait. C'était un État qui certes n'avait pas de port, pas d'aéroport, mais globalement, il avait quasiment tous les attributs d'un État. Et là, on voit aussi ce que ça a donné. Donc, on va dire que cette option de la création d'un État palestinien, dont on a l'expérience, elle est d'évidence déjà, je veux dire, inopérante. Et pourtant, on s'y accroche parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je précise quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand on parle d'État palestinien, dans l'esprit de la plupart des acteurs, il s'agit d'un État palestinien Judenrein, c'est-à-dire que c'est un État palestinien dans lequel les Juifs n'auraient pas leur place. On n'a jamais posé la question, enfin à ma connaissance, du maintien d'une présence juive dans un État palestinien. Il y a quelqu'un qui, je crois qu'on a parlé dans la soirée de Gaza, qui en avait parlé en 2005, Vaïf Khan, qui disait, mais je veux, moi, rester vivre à Gaza, c'était un des colons de Gaza, et je veux rester vivre à Gaza sous souveraineté palestinienne. C'est quelque chose qui lui a tiré des rires et des sarcasmes, quoi. Personne ne le prenait au sérieux. Et je pense que c'est la première question à se poser. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager le maintien d'une présence juive dans un État palestinien? Et là, déjà, on aura beaucoup avancé sur la résolution du conflit. Ensuite, effectivement, il y a d'autres options qui sont sur la table. Alors, il y a toute une gamme d'options institutionnelles dont la solution portoricaine fait partie. C'est en fait un petit peu le statut des Palestiniens de Jérusalem-Est, qui sont des résidents, qui peuvent demander d'ailleurs une citoyenneté pleine et entière, mais qu'en général ne la demandent pas, mais qui ont et tous les attributs de la souveraineté, de la citoyenneté, pardon, mais sans le droit de vote à la Knesset, donc sans pouvoir influer sur les destinées nationales de l'État d'Israël. Il me C'est un semble qu'ils ont statut le droit de vote au au municipal. municipal, et qu'ils utilisent assez peu d'ailleurs, Oui. parce que c'est pour eux valider d'une certaine manière l'occupation de Jérusalem-Est, donc en fait, en général, ils s'abstiennent. Euh, mais en tout cas, on voit que ça peut exister, mais que ça peut durer même dans le temps, puisque ça fait plus de 50 ans bientôt, enfin 55 ans, 58 ans maintenant bientôt que ce statut existe. Mais ça n'a pas créé visiblement, ça n'a pas préparé à la paix. Parce que les Palestiniens de Jérusalem-Est restent globalement hostiles à l'État d'Israël. Leur intégration, même au niveau municipal, ce qu'on disait à l'instant, est quand même relativement compliquée. Euh, donc le modèle n'est pas forcément un modèle absolu. Je pense que c'est un modèle, de mon point de vue, un modèle transitoire. Et on a vu par exemple que ce modèle qui était aussi proposé, qui a été accepté par les Druzes du Golan, évolue en fait ces derniers mois vers un modèle d'une citoyenneté pleine et entière, donc ils deviennent citoyens de l'État d'Israël, parce que, enfin, au regard des événements en Syrie, ils estiment qu'il n'y aura plus maintenant de restitution du plateau du Golan à la Syrie, et que donc ils peuvent sans risque prendre la nationalité israélienne. Euh, et c'est peut-être ce qui demain arrivera aux Palestiniens de Jérusalem-Est. Mais en tout cas, ça peut être un modèle transitoire. C'est pas, je pense, un modèle pérenne. Maintenant, un autre modèle qu'on a sous les yeux, donc c'est en fait le modèle de l'intégration ou de l'annexion, si on veut, parce que ça revient un petit peu au même, c'est le modèle des Arabes israéliens. Et bon, je le disais là dans la soirée sur le retrait de Gaza, quand Rima Hassan dit finalement le seul endroit où les Juifs vivent en sécurité, c'est dans la ligne de 67, alors qu'ils sont entourés de 2 millions d'Arabes, de 2 millions de Palestiniens, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement notable, c'est que là où les Palestiniens, parce que les Arabes, il faut bien comprendre que les Arabes israéliens se définissent comme Palestiniens, ça c'est aussi un des rêves un peu déconnectés de la gauche israélienne, et les Arabes israéliens ne sont jamais considérés comme Israéliens. Ils sont toujours considérés comme des Palestiniens ou des Palestiniens de l'intérieur, comme ils disent. Et culturellement, ethniquement, etc., ils se rattachent à 100% au peuple palestinien. Mais ces Palestiniens d'Israël, qui, eux, jouissent d'une citoyenneté pleine et entière. Ils peuvent voter à la Knesset, ils peuvent être représentants de l'État d'Israël. Il y a des ambassadeurs qui sont arabes israéliens, etc. Les généraux de l'armée. Enfin bon, on connaît toute la réalité des Arabes en Israël.
Là, on constate qu'en fait, finalement, le modèle est pérenne, que malgré les frictions qu'il peut y avoir, euh, ces Palestiniens s'intègrent en fait dans la démocratie israélienne. Et je pense que le meilleur test auquel on ait pu assister, c'est le 7 octobre 2023. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que les Arabes israéliens, parce que justement ils s'identifient aux Palestiniens, ils bien prennent part à la lutte, se soulèvent, comme ça peut être le cas très sporadiquement, il faut quand même bien le rappeler, en 2021. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont été absolument loyaux et parfaitement calmes durant toute cette période. Bien qu'ils soient extrêmement concernés, extrêmement impliqués dans ce qui se passe à Gaza, souvent ils ont de la famille, etc. là-bas avec qui ils échangent, mais ils ont fait, je dirais, la distinction entre leur appartenance euh, ethnique et leur citoyenneté et leur loyauté envers l'État d'Israël. Donc, je dirais que si on doit envisager un modèle, enfin, en tout cas de mon point de vue, ce serait plutôt un modèle qui se rapprocherait de celui des Arabes israéliens. C'est-à-dire un grand espace euh, sans barrière, comme on peut le voir en Galilée ou dans le Negev, ou, enfin, partout où sont implantés les Arabes israéliens, et où dans cet espace, tous les citoyens en fait jouiraient des mêmes droits. En parlant de l'annexion, donc justement, il semble qu'elle n'a jamais été aussi proche. Il y a eu un vote de la Knesset récemment pour soutenir cette démarche qui a été votée à plus de 70 députés. Il y a eu aussi la semaine dernière une visite assez historique du plus haut représentant américain qui s'est jamais rendu en Judée-Samarie. Il était à Shiloh, accompagné de l'ambassadeur américain et du Premier ministre israélien. Mais malgré tout, il semble que, en tout cas, Netanyahou, et c'est peut-être pas que lui, mais que Israël n'est pas prêt à franchir ce pas-là. Alors, il est évident que tous les territoires qui ont été annexés, enfin, Jérusalem étant un cas à part, mais si on parle quand même d'espaces qui sont extrêmement restreints, hein, c'est à l'échelle d'une ville. Mais si par exemple le Golan a été annexé par Israël, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est parce que le Golan n'était pas peuplé. Il était peuplé à l'époque, je pense, de quelques milliers de Druzes, je crois que maintenant ils sont moins de 20 000. Donc ça ne posait strictement aucun problème démographique, il n'y avait aucun enjeu démographique. Si Israël n'a pas annexé la Cisjordanie, a fortiori Gaza, c'est uniquement pour des raisons démographiques. Il est évident que si la, la Cisjordanie était peuplée de 100 ou 200 000 Palestiniens, Israël l'annexerait demain. Et donc, effectivement, malgré le soutien, et je dirais même plus que le soutien, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'opinion américaine qui pousse Israël à annexer la Cisjordanie. Il faut savoir, par exemple, que l'ambassadeur actuel, Ukebe, qui est un chrétien sioniste, je crois, doit ou va s'acheter une Évangéliste. maison dans les territoires, du côté d'Éphrate, et c'est un fervent partisan de la colonisation et de l'annexion de la Cisjordanie à Israël. Si Israël ne le fait pas, c'est uniquement pour des raisons démographiques. Et là, je dirais, le point sans doute le plus important de ce conflit. Euh, le rapport démographique avec les Palestiniens de Cisjordanie est en train de complètement changer. Il faut réaliser que un quart des Palestiniens de Cisjordanie, au moment où je vous parle, est juif, alors que 0% des habitants de Cisjordanie étaient juifs en 1967. Donc on voit bien que là, à l'échelle historique, même pas sur les temps longs, hein, je veux dire là, on parle simplement d'un demi-siècle. En un demi-siècle, la proportion de juifs en Cisjordanie est passée de 0% à 25%. Et il y a fort à parier que dans les 15 années qui viennent, ou les 20 années qui viennent, euh, 30 ou 40% de la population de Cisjordanie sera juive. Il y a ce qu'on appelle le plan du million qui est en train d'être mis en place par les autorités israéliennes, relativement discrètement, mais médiatiquement, mais pas du tout discrètement sur le terrain, parce que quand on traverse la Cisjordanie, c'est un immense chantier, notamment routier, mais pas seulement. Il y a une extension spectaculaire des implantations juives. Ce plan du million prévoit la construction d'un aéroport, de zones high-tech, d'hôpitaux, enfin un développement prioritaire, je dirais, de la Cisjordanie. Et donc, ça créera, bien sûr, c'est déjà le cas de mon point de vue, mais une situation de non-retour. On ne pourra plus revenir en arrière. Et une fois, si vous voulez, que le cap démographique sera passé, que la masse critique démographique sera atteinte, à ce moment-là, les autorités israéliennes annexeront parce qu'elles estimeront qu'il n'y a plus de risque de submersion démographique. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent, principaux.
D'abord, il y a le problème de Gaza, dont on parlera peut-être plus tard, mais qui est complètement distinct, parce qu'à Gaza, on parle encore de au moins 1,5 million, 2 millions de Palestiniens, et là, pour l'instant, en tout cas, d'aucun juif. Donc là, le rapport démographique est encore, bien sûr, très, très, très favorable aux Palestiniens. Et ce qui se passe en Cisjordanie, mais qui est extrêmement important, mais là, on arrive vraiment au fond du conflit, c'est que les populations de Cisjordanie, contrairement aux populations arabes d'Israël, restent extrêmement hostiles à Israël. Euh, Elles sont très, très imprégnées par l'idéologie du Hamas, par l'idéologie des frères musulmans. Ça, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, mais on le voit tout simplement en discutant avec les gens. En regardant les manuels scolaires qui sont utilisés dans les écoles, en regardant les médias palestiniens, la télévision palestinienne. Là, je réalise actuellement une enquête pour l'Express sur Nour Atala, cette étudiante palestinienne qui a été expulsée vers le Qatar parce qu'on a découvert des posts antisémites sur ses réseaux sociaux. Euh, je qui veux était dire, en France. en France, justement, à Sciences Po à Lille, je veux dire, Nour Atala, elle représente le mainstream de la jeunesse gazaoui, ce qui a été nourri, je veux dire, à la propagande du Hamas, à l'enseignement enfin, contenu dans les manuels scolaires, à la télévision, sur Internet, etc. Donc ça, on a vraiment là affaire, et aussi à une population qui, d'une certaine manière, reste quand même assez largement convaincu que l'État d'Israël est un phénomène provisoire, peut-être assimilable au mandat britannique ou même vous voyez, à la province ottomane qui était la Palestine. Et que finalement, tôt ou tard, cet État sera libéré de ce colonialisme. C'est un petit peu le discours aussi que tient Rima Hassan en France, et qui est visiblement partagé par beaucoup de partisans de la cause palestinienne. Euh, le 7 octobre aussi a eu pour conséquence, quelque part, de clarifier la nature du débat. Parce que maintenant, on ne parle plus vraiment d'État palestinien dans ces manifestations pro-palestiniennes. On parle de libérer la Palestine du Jourdain jusqu'à la mer, from the river to the sea. Palestine will be free. C'est le message qui est scandé dans les manifestations à Paris, c'est le message qui est scandé par les rockers dans les festivals en Angleterre, c'est le message qui est tagué sur les murs à Athènes ou à Madrid. Enfin, c'est ça, si vous voulez, maintenant, la cause palestinienne. Donc là, je crois qu'on est vraiment à un moment de l'histoire où on ne peut plus faire l'économie d'un véritable dialogue franc sur la nature du sionisme, sur ses objectifs, sur sa capacité quelque part à coexister et à faire coexister les peuples. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement rarement abordées en fait par les dirigeants israéliens, qui sont abordées à la marge, si vous voulez, dans des, dans certains courants religieux ou certaines ONG de gauche ou pacifistes. Mais globalement, cette idée qu'il faut une acceptation réciproque de l'existence de l'autre, c'est quelque chose qui n'a jamais réellement été abordé sur le fond. On a beaucoup fait semblant, on a beaucoup mis sous le tapis en fait des, 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 des composantes essentielles en fait de l'identité de chaque peuple et de leur narratif. Et là, je crois qu'on n'a plus vraiment le choix, qu'il va falloir aborder pour de bon ces aspects-là. Et mais brièvement, la communauté internationale, est-ce qu'elle suivrait une annexion dans le cas où elle donnerait tous leurs droits aux Palestiniens et qu'elle serait soutenue par les États-Unis? Alors, d'abord, moi, je suis assez clausewitien en la manière. Je ne crois quasiment, en la matière, pardon, je ne crois qu'au rapport de force. Euh, et je pense que la communauté internationale, d'une certaine manière, validera en fait l'état du rapport de force à un moment donné. C'est ce qui va se passer vraisemblablement avec le dossier ukrainien. Et c'est ce qui se passe aussi ici. On le voit bien avec la guerre à Gaza, c'est-à-dire que malgré les condamnations internationales, malgré même les actions internationales contre Israël, Israël continue de mener la guerre comme il l'entend dans la bande de Gaza, parce qu'Israël a tout simplement le soutien des États-Unis, a une supériorité militaire, a des appuis diplomatiques et des moyens de pression sur d'autres pays. Et voilà, donc c'est le produit de tout ça qui crée la situation militaire, qui crée le rapport de force entre Israël et les Palestiniens. Et pour l'annexion, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis persuadé que si demain il y a, comme les démographes le disent, 17 millions d'Israéliens juifs euh, entre la mer et le Jourdain, il est évident que ce poids démographique, comment dirais-je, ce raz-de-marée démographique va trouver une traduction territoriale.
et que ça, rien ne pourra l'arrêter. Les Américains appellent ça le hard power. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne peut pas arrêter. Et que si Israël continue sur cette pente, c'est-à-dire continue à être cet État de plus en plus puissant, militairement, économiquement, démographiquement, parce qu'on a toujours tendance à décrire Israël comme un État isolé, comme un État paria, mais ça aussi, ça résiste très peu à l'analyse, parce que sur le papier, le chiffre des exportations d'Israël bondit depuis 2023. Ces relations diplomatiques sont de plus en plus fortes, notamment avec des pays comme le Maroc ou les Émirats arabes unis, qui autrefois étaient des pays hostiles. On a vu là, ce matin qu'Israël a conclu un contrat record avec l'Égypte pour la vente de gaz, alors même que l'Égypte traitait la veille Israël d'État génocidaire. On voit bien qu'il y a une distinction très nette entre le discours médiatique euh, et la réalité géopolitique. Et la réalité géopolitique, elle fait que Israël a les moyens de cette politique expansionniste qui maintenant même déborde ce qu'on a les frontières de 67, c'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant Israël commence à s'implanter de l'autre côté du plateau du Golan, enfin, en tout cas militairement, que certainement il devra intervenir militairement beaucoup plus loin. On l'a vu pour l'affaire des Druzes à Soueda. Donc, je pense que cette pente-là va continuer, va même s'accentuer, et que donc, tôt ou tard, la communauté internationale validera quelque part cet expansionnisme territorial, mais qu'encore une fois, ça ne règle pas cette question de la coexistence entre les peuples. Pour revenir brièvement à la France, vous connaissez bien les médias français. Comment vous expliquez que jusqu'à aujourd'hui, dans les médias français, la période des accords d'Oslo et Rabin et Arafat sont encore cités comme exemple et comme une ère de pacifisme et d'espoir, alors que en Israël, c'est évident pour tout le monde que que ça nous a mené à la catastrophe. Alors, d'abord, en Israël, effectivement, maintenant, il y a un rejet très net des accords d'Oslo, mais à l'époque, il y avait une adhésion majoritaire du peuple Oui, mais en israélien France, aux accords d'Oslo. ça reste jusqu'à Alors, aujourd'hui, même dans les bien médias sûr. les plus pro-israéliens. Alors, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Je pense que d'abord, effectivement, cette image en fait de la Maison Blanche avec Arafat et Rabin euh, et ça a été exprimé très clairement par beaucoup de dirigeants, par beaucoup d'observateurs, ça a préfiguré une espèce de fin de l'histoire où voilà, le loup allait cohabiter avec l'agneau, où tout le monde allait vivre en paix, parce qu'il y a quand même cette conscience très nette qui n'est pas du tout dépourvue de sens que s'il y a la paix au Proche-Orient, alors il y aura la paix dans le monde entier. Et donc il y a beaucoup d'espoir qui a été mis sur ce processus d'Oslo. Il y a eu beaucoup d'argent d'investi, il y a eu beaucoup d'efforts diplomatiques d'investis quasiment de toutes les puissances occidentales et même arabes pour que ce processus réussisse. Et finalement, quand ce processus a échoué, on a eu tendance à trouver des raisons un peu simplistes comme l'assassinat de Rabin à l'échec de ce processus. On s'est pas vraiment interrogé sur les raisons profondes qui ont conduit à l'échec du processus. Notamment, ce que je disais, c'est que finalement, personne profondément, aucun des deux peuples ne veut le partage de cette terre, mais veut vivre sur tout cet espace, sur ce qui n'est pas très grand d'ailleurs, mais il n'y a aucune volonté de partage. Et surtout, je pense que la deuxième raison, euh, il n'y a aucune alternative qui est évoquée. C'est-à-dire que dès qu'on parle effectivement d'une autre solution, comme par exemple, vous avez dû voir qu'il y a quelques semaines, il y a des chers, des responsables de Hébron ont publié une lettre en coordination avec les autorités israéliennes en disant qu'elle, elle voulait s'inscrire au lieu de s'inscrire dans un État palestinien dans les accords d'Abraham en tant qu'entité indépendante, créer, je ne sais pas exactement quel vocable utiliser, mais peut-être des Émirats comme ça qui seraient intégrés aux accords d'Abraham et qui vivraient de manière autonome au sein d'un État israélien. C'est quelque chose, si vous voulez, comme ça ne rentre pas dans la doxa, ça ne rentre pas je veux dire, dans les cadres mentaux qu'on a établis depuis les accords d'Oslo, eh bien, c'est soit pas pris au sérieux, soit rejeté comme une solution qui est mauvaise. Alors qu'encore une fois, je pense qu'on n'a jamais assisté à quelque chose d'aussi violent et d'aussi destructeur que la partition dans cette région. À chaque fois qu'il y a eu partition, il y a eu bain de sang, à chaque fois, depuis, depuis 1947 jusqu'en 2013. Donc, 2023, pardon. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut véritablement reprendre tout depuis la base. D'abord, encore une fois, bien identifier de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un conflit territorial ou on parle de quelque chose de beaucoup plus profond à l'échelle civilisationnelle et ensuite élaborer des solutions à partir de cela et à partir d'un dialogue, encore une fois, honnête
Parce que pour l'instant, il n'y a jamais eu vraiment de dialogue honnête entre les deux parties. Pour quasiment clôturer, peut-être un point sur l'actualité à Gaza, les pourparlers qui sont complètement bloqués. Le gouvernement israélien doit voter ce soir, enfin le cabinet, un plan de conquête de Gaza vu que les négociations n'aboutissent à rien. La situation des otages, la situation de la famine ou pas, quelques analyses. Alors, on voit bien en fait dans cet affrontement avec le Hamas qu'il y a quelque chose de profondément radical dans l'opposition, enfin, dans l'incompatibilité en fait entre le Hamas et Israël. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Ça aussi, c'est une réalité qu'on n'a pas voulu voir pendant très longtemps. On a cru quelque part, et moi le premier, je le confesse, que on pouvait trouver un accommodement, en tout cas une forme d'apaisement. Donc c'est la période 2005-2023 où j'ai profondément cru que les Palestiniens, d'une certaine manière, allaient dans cet état de Gaza, entre guillemets, trouver une forme d'accomplissement. Finalement, c'était un État qui était ouvert sur la mer, qui était ouvert sur deux pays, sur l'Égypte et sur Israël. Et je reste convaincu que si les autorités de Gaza avaient voulu une pacification avec Israël, ça aurait pu se faire. La preuve en est que le 6 octobre 2023, c'est-à-dire la veille des attaques terroristes, le gouvernement israélien s'apprêtait à signer avec le Hamas un accord pour que des milliers de travailleurs de Gaza puissent venir travailler en Israël. Donc il y avait une volonté, je pense vraiment, d'apaisement. Mais visiblement, force est de constater que ça a échoué et que le Hamas n'entendait pas de cette oreille. Et ce qui est très notable, c'est que jusqu'à présent, c'est-à-dire malgré les 60 000 morts de Gaza, malgré la destruction d'une bonne partie de la bande de Gaza, malgré la crise humanitaire, malgré l'affaiblissement considérable des capacités militaires du Hamas, le Hamas continue de tenir exactement le même discours, continue de refuser l'existence de l'État d'Israël. Euh, Très récemment, un des porte-parole du Hamas a dit qu'il se battrait jusqu'à la dernière cartouche contre les soldats israéliens. Donc, si cette radicalité empêche quelque part une autre sortie que celle qui est en train de se profiler, c'est-à-dire la victoire totale d'un des deux camps, et visiblement d'Israël. C'est-à-dire que la machine de guerre israélienne, je pense, ne s'arrêtera pas tant que le Hamas n'aura pas rendu les armes. Et je pense aussi que c'est la volonté de la majorité des Israéliens, même si, comment dirais-je, la question des otages brouille beaucoup les cartes, parce que bien sûr, les Israéliens sont légitimement soucieux du sort des otages qui restent encore en vie, c'est-à-dire une vingtaine d'otages dans la bande de Gaza au moment où je vous parle. Mais on voit bien que ce mouvement des otages, des familles des otages, n'a quasiment aucune influence sur le cours de la guerre. Il a certes conduit à l'aménagement de trêves, mais qui étaient aussi des trêves qui convenaient à l'armée israélienne, mais ça n'a pas été plus loin que ça. C'est-à-dire que l'opération militaire, je peux me souvenir, il y a quelques mois, on parlait par exemple de Rafah, et qu'on disait donc qu'Israël ne devait pas intervenir à Rafah. Il y a une pression très forte à la fois des familles d'otages et une pression internationale pour qu'Israël ne rentre pas à Rafah. Israël rentre à Rafah. Donc je pense que quelque part, encore une fois, dans ces lois clausewitziennes, le rapport de force fait que la machine de guerre israélienne ne pourra pas s'arrêter avant d'avoir atteint son objectif d'éradication de la bande armée, de la branche armée du Hamas. Maintenant, qu'est-ce qui se passera après? Je crois profondément que déjà, et j'ai plusieurs indices qui me le montrent, des accords ont été conclus, au moins officieusement, avec les Émirats arabes unis, peut-être même avec l'Arabie saoudite, pour qu'il y ait une reprise en main de la bande de Gaza. Et c'est très important, parce que ça ouvre ce que je vous disais tout à l'heure, une déradicalisation de la bande de Gaza. C'est quelque chose dont les Émirats arabes unis sont conscients, qu'ils ont déjà exprimé, et l'Arabie saoudite aussi d'ailleurs, qu'il fallait d'une certaine manière, enfin, culturellement, si vous voulez, entreprendre un travail pour qu'il n'y ait plus de volonté de la part des Gazaouis de recommencer ce qui s'est passé cet octobre. Alors pour terminer, je lirai quelques livres, quelques lignes de la conclusion de votre livre. Vous terminez par le fameux Mur de fer de Zeev Jabotinsky, cet article fondamental qu'il a publié en 1923 dans lequel il donne sa vision du conflit. Il dit: «Nous ne pouvons donner aucune compensation pour la Palestine, ni aux Palestiniens, ni aux autres Arabes. Par conséquent, un accord volontaire est inconcevable. Toute colonisation, même la plus restreinte, doit se poursuivre contre la volonté de la population native.
Par conséquent, elle doit continuer se développer uniquement par le bouclier de la force, ce qui comprend un mur de fer que la population locale ne pourra jamais briser. Voilà notre politique arabe. La formuler de toute autre manière serait de l'hypocrisie. On mettra dans la description de la vidéo un lien pour lire cet article. Est-ce que finalement c'est Jabotinsky qui a eu raison? Oui, parce que d'une certaine manière, il était d'abord extrêmement respectueux du nationalisme des Palestiniens. Il disait souvent qu'il ne faisait pas enfin, il n'y a pas pour lui de différence de valeur entre les deux nationalismes, mais que c'était deux nationalismes incompatibles, qu'il n'y avait pas de place pour les deux d'une certaine manière. Deux Et nationalistes qui se disputent le même territoire. voilà, Il y en a absolument. forcément un Et qui doit ça, prendre la place de c'est l'autre. quelque chose, si vous voulez, qui est non avoué souvent par les élites israéliennes, mais dans le réel, elles agissent euh, exactement dans cette direction. C'est-à-dire Ben que, Gurion a été le premier à appliquer le mur de fer de Jabotinsky. absolument. Mais si vous voulez, la brutalité avec laquelle Ben Gurion a mené la guerre d'indépendance de 47-49, où il y a quand même eu, je pense, pas loin de 90% de la population palestinienne qui a été expulsée de gré ou de force en dehors des frontières du pays. C'est exactement, si vous voulez, je sais que c'était son grand ennemi, Jabotinsky, mais il a fait exactement ce que dit Jabotinsky. C'est-à-dire que, et il le disait d'ailleurs en privé et un petit peu en public, il n'y avait pas d'autre solution que ça. C'est ce qu'a dit Mehdi Maurice dans son interview retentissante que je cite aussi dans le livre à Arrête. Il y a un côté, si vous voulez, c'est eux ou c'est nous. Et, euh, et une fois que, comment dirais-je, que ça, c'est quelque part admis, je pense que la, la- une bonne partie du problème est évacuée, paradoxalement. C'est-à-dire que je pense que si les choses sont dites, alors à ce moment-là, on peut avancer vers une solution. Encore une fois, la solution, c'est pas, je le pense de mon point de vue, c'est pas la création d'État palestinien qui, pour les raisons que j'ai expliquées, ne pourra pas devenir, mais c'est une coexistence harmonieuse des peuples dans un seul et même État. Il faut préciser quand même, et ce sera le mot de la fin, que Jabotinsky donne quand même une argumentation morale à ce mur de fer. C'est que, ce qu'on appelait à l'époque, et ce que les Palestiniens ne réfutent pas jusqu'à aujourd'hui, la nation arabe jouit, elle, de territoires immenses pour exercer sa souveraineté et son autodétermination, alors que le peuple juif, lui, n'a que ce territoire qu'il connaît justement pour exprimer cette autodétermination. Mais si je peux juste ajouter quelque chose, Yoël, si on aborde l'aspect moral, alors effectivement, le droit à l'existence d'Israël, ce dont parle Jabotinsky, est évidemment, enfin, moralement complètement défendable. Euh, mais il y a un autre sujet moral qui est au cœur de cette dispute sur l'État palestinien, c'est le statut des Palestiniens de Cisjordanie. C'est-à-dire que depuis plus de 55 ans, ils ont un statut d'exception, un statut d'infériorité d'une certaine manière par rapport aux citoyens juifs, même ceux qui vivent en Cisjordanie. Et ça fait partie aussi des enjeux moraux que l'État Oui, bien d'Israël sûr. devra regarder en face. Jabotinsky parlait d'une majorité à 51% et disait que ça suffisait. Moi, je constate encore une fois qu'il y a des régions en Israël où les Palestiniens sont largement majoritaires, dans le nord d'Israël, dans le sud Galilée. d'Israël, ou dans la ville de Yafo, par exemple, dans la banlieue de Tel Aviv, et que enfin, c'est partie des régions les plus calmes du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Stéphane Amar. Merci. À bientôt à tous. Merci, Joël.